Dans cette vidéo, je vais vous révéler comment écrire des histoires émouvantes qui font passer vos prospects à l'action. Pourquoi je suis qualifié de le faire? Parce que j'ai été coaché personnellement par Michael Hodge, scénariste hollywoodien qui a aussi coaché Will Smith, Tom Cruise et d'autres célébrités à Hollywood. Et dans cette vidéo, je vais littéralement vous partager tout ce qu'il m'a appris sur le storytelling, mais plus spécifiquement sur le storytelling pour nous, les coachs, infopreneurs, etc. Et à la fin de cette vidéo, je vais également vous montrer comment j'ai rédigé un storytelling dans une VSL pour faire passer les gens à l'action et passer sous le radar de vente. C'est super puissant et cette VSL aujourd'hui, elle fonctionne très bien pour notre client. Là, je suis sûr que vous avez déjà regardé le film Star Wars et à la fin du film, vous avez déjà tous eu envie de devenir un Jedi, d'acheter un sabre laser et de jouer avec vos amis. Bien, quand vous regardez le film James Bond, subitement, vous avez envie de devenir un espion. Bien, même Spider-Man, vous avez envie de grimper partout sur les murs. Pourquoi on agit de telle manière? Parce qu'on a été engagé émotionnellement tout le long du film. Et comment expliquer cet effet? Eh bien, lorsque tu regardes un film, 4 hormones sont stimulées. Tu as l'hormone de dopamine, endorphine, ocytocine et cortisol. Première hormone, vous la connaissez déjà, c'est l'hormone de la dopamine, de l'excitation. Donc, il y a une scène d'action, un moment de suspens, ce qu'on appelle cliffhanger. Vous avez envie de savoir qu'est-ce qui se passe par la suite. Donc, vous allez être engagé tout au long du film. Et Netflix le font super bien à chaque fin d'émission. Ils vont créer un cliffhanger, ils vont couper en pleine scène d'action et recommencer avec le deuxième épisode. L'endorphine, ça agit comme un calmant, donc tu te sens beaucoup plus détendu, plus confortable et ça arrive souvent lors des scènes qui sont drôles. Et l'ocytocine est stimulée lorsque le personnage est dans une situation compliquée, situation de misère, donc ça va aller créer un sentiment d'empathie. Donc tu vas te rapprocher de l'héros et tu vas encore plus l'aimer. Donc tu vas être encore plus engagé tout au long de l'histoire. Et le cortisol, ça c'est l'hormone du stress, elle est stimulée lorsqu'il y a une scène qui fait peur et ça va t'engager aussi à travers l'histoire. Et c'est pour ça qu'on ressent plein d'émotions et qu'on se sent captivé lorsqu'on regarde un film. Et c'est exactement ça le but d'une histoire, d'évoquer les émotions de tes lecteurs. C'est pour ça qu'une histoire c'est tellement puissant parce que ça va toucher l'émotionnel et non le rationnel. Et les recherches le prouvent, l'humain passe à l'action par l'émotion et ensuite rationalise son geste par le rationnel. Donc les arguments, les preuves, les témoignages, etc. Donc c'est pour ça personnellement j'adore rédiger des histoires à travers mes emails, partager une leçon, etc. à travers une histoire. Et pareil dans mes VSL. Donc comment créer des émotions qui vont impacter ton lecteur? Bien, tu vas créer des conflits. Pense-y 2 secondes. S'il n'y a pas de conflit dans une histoire, ça va être ennuyant et tu vas tout simplement quitter la salle de cinéma et ton lecteur ne sera pas engagé émotionnellement. Je te donne un exemple. Si tu as regardé le film Avengers Endgame, je suis un fan. Thanos, s'il ne voulait pas tuer la moitié de la population sur Terre, le film serait vraiment ennuyant. Donc c'est pour ça que c'est super important d'ajouter des conflits qui sont presque impossibles à surmonter pour créer énormément de tension, engager le lecteur et aussi évoquer les émotions. Aussi une autre règle, c'est plus l'obstacle est difficile à surmonter, plus on va engager le prospect émotionnellement. Et ça souvent, ça va arriver vers la fin de l'histoire. Il va arriver à un moment donné où l'héros de l'histoire va échouer et on va penser que c'est impossible pour lui d'atteindre son objectif. Il va faire ce qu'on appelle un dernier push, un last push et à ce moment-là, il va atteindre son climax, donc il va atteindre son objectif. Ok, donc ça arrive plus tard dans l'histoire. Donc il y a 3 bases importantes d'une histoire. Un, l'héros qui est le protagoniste. Cet héros-là a un objectif, il a un désir de changer sa situation actuelle et tout au long du parcours, il va rencontrer des conflits, des obstacles qui vont le permettre justement d'atteindre son objectif. Un truc qui est super important avec ton héros, ça doit être un reflet exact de ton prospect. Il doit avoir les mêmes objectifs, il doit avoir les mêmes peurs, il doit surmonter les mêmes objectifs. Pourquoi? Parce que lorsque ton lecteur va soit regarder le film, la VSL ou lire tes emails, il va se dire si cette personne-là qui est identique à moi, qui passe à travers les mêmes conflits, les mêmes peurs, etc., a pu les surmonter et atteindre son objectif, alors moi aussi je suis capable de le faire. Tu vois, le but d'une histoire, c'est de briser les fausses croyances de ton lecteur et d'en créer des nouvelles à travers la transformation de ton héros. Comment tu crées une transformation? C'est à travers l'arc de l'héros que je vais vous expliquer dans un instant. C'est un sujet qui me passionne et j'adore rédiger des histoires et surtout je passe aussi beaucoup de temps dans les cinémas avec ma femme, on adore ça, regarder des histoires. Bref, des films. La structure d'une histoire est divisée en 6 étapes. Tu as ce que j'appelle le setup, donc la mise en situation. C'est là où on va démontrer la vie de tous les jours de ton héros avant même qu'il commence sa quête, avant même qu'il décide de changer de situation. Il arrive à un moment donné dans l'histoire où il y a une opportunité, elle peut être soit bonne, soit mauvaise, qui va propulser justement ton héros dans une nouvelle situation. Une situation où il n'a pas le choix de trouver des moyens pour atteindre son nouveau objectif. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la poursuite. À ce moment-là, l'héros va se créer un plan d'action pour démarrer sa quête et atteindre ses objectifs. Tout au long de sa quête, il va rencontrer des conflits, des problèmes externes et internes lors de son aventure. Et dans un instant, je vous explique c'est quoi la différence entre problème externe et problème interne. Il va arriver un moment où dans l'histoire, il va atteindre son objectif, ce qu'on appelle le climax. Donc c'est une scène précise où l'héros a atteint son objectif, que ce soit perdre 2 kilos, gagner 10 000 € par mois, réussir dans la bourse. Bref, c'est un moment dans l'histoire où l'héros a accompli son objectif. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle l'after
l'aftermath, la transformation, donc la vie de l'héros après avoir atteint son objectif. Dans la mise en situation, c'est super important de décrire la vie de tous les jours de l'héros et ici, ce qu'on veut faire, c'est créer énormément d'empathie. Donc on veut montrer que l'héros est dans une situation de misère qu'il n'aime pas, montrer de la vulnérabilité, montrer aussi qu'il est généreux si possible, donc il vient en aide aux autres et en faisant tout ça, le lecteur va se rapprocher de ton héros. Il va l'aimer encore plus, il va se mettre de son côté au lieu d'être son ennemi. Donc ça va créer un sentiment d'empathie et créer une connexion émotionnelle entre l'héros et le lecteur. Donc c'est ça qu'on veut faire au début de l'histoire. Donc le lecteur tout simplement, il va voir l'héros comme son ami. Ensuite, il arrive à un moment donné dans l'histoire où il va avoir une opportunité. Donc ça peut être bon, soit mauvais. Si je vous donne un exemple rapide, dans mon cas à moi, je travaillais dans un job que je détestais et au fil des mois, j'ai remarqué que ce chemin-là n'était pas fait pour moi. Et un soir, j'étais sur mon téléphone en train de scroller et j'ai remarqué un de mes bons amis qui m'avait dit de me lancer en ligne il y a quelques mois. Il avait atteint son premier million. Et cette personne-là n'était pas meilleure que moi, n'était pas plus intelligente que moi. Et moi, je voulais à tout prix changer de situation. Je voulais changer de vie, je voulais avoir une meilleure vie, être mon propre patron, etc. Donc, ce moment-là, c'est l'opportunité. Donc, en voyant le post de mon ami, j'ai eu un déclic. Je voulais changer de vie, je voulais changer de situation. Donc, dans mon cas, c'est ça l'opportunité. Un élément déclencheur. Donc, ça peut être soit bon, soit mauvais. Et ensuite, il faut expliquer comment il réagit face à cette situation-là. Donc, dans mon cas à moi, je me suis dit, ok, je vais aller quitter mon job. Et une fois que j'ai quitté mon job, je me suis retrouvé dans une nouvelle situation. Comment je me sens? J'ai peur, je sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Je dois trouver un moyen pour atteindre mon objectif, c'est-à-dire remplacer le salaire que je faisais dans mon ancien job. Donc, à ce moment-là, je vais m'établir un plan d'action, ce qu'on appelle la poursuite. Et à travers la poursuite, eh bien, le personnage va rencontrer plusieurs obstacles, plusieurs conflits. Donc, généralement, dans une VSL ou surtout dans une VSL, il va y avoir à peu près 2 à 3 conflits maximum. Sinon, l'histoire va être trop longue et la VSL va être trop longue. Le lecteur va décrocher. Donc, il va rencontrer plusieurs conflits et les conflits, justement, ça va être les solutions que ton prospect a déjà essayé. Si tu te rappelles, l'objectif d'une histoire, c'est de briser les fausses croyances de ton prospect et en créer des nouvelles à travers la transformation de l'héros, okay, à travers le parcours de l'héros. Donc comment tu fais ça? C'est en montrant justement que ton héros passe à travers les mêmes conflits, les mêmes solutions que ton lecteur a déjà essayé et il arrive à un moment donné où il n'y a plus rien qui fonctionne. C'est à ce moment-là qui va découvrir la méthode que tu vends à ton audience. Et une fois qu'il a maîtrisé cette méthode-là, c'est là qu'il va atteindre son climax, donc son objectif. Et ensuite, il va vivre la vie qu'il a toujours rêvé de vivre. Donc, plusieurs règles dans les conflits. Plus c'est précis, plus le lecteur sera engagé émotionnellement. Et règle numéro 3, là je fais que me répéter, les obstacles que l'héros rencontre doivent être les mêmes que celui de ton lecteur. Il y a 2 types de conflits. Il y a les conflits externes, donc ce sont les conflits qu'on voit à l'œil nu. Ça va être des obstacles visibles, force de la nature, des personnages, ça peut être des amis, des parents, etc., voire le gouvernement ou des compagnies pharmaceutiques. Aussi les conflits internes. Les conflits internes, ce sont ceux qui vont créer le plus d'émotions possible, mais qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Et c'est super important de les inclure dans ton histoire, parce que c'est en ajoutant des conflits internes que ton lecteur sera beaucoup plus engagé émotionnellement. Il aura beaucoup plus d'empathie pour ton héros et le radar de vente va être complètement détruit. Conflits internes, ce sont souvent les pensées qui se passent dans la tête de ton prospect, les croyances limitantes. Donc ton prospect a été blessé dans le passé, ça a créé de la peur, ça a créé une fausse identité, donc des croyances limitantes qui l'empêchent justement d'atteindre son objectif. Pour revenir justement à l'arc transformationnel de l'identité et des conflits internes, au début de ton histoire, ton héros a une certaine identité qu'on appelle la fausse identité. Il a plusieurs fausses croyances qui l'empêchent de devenir la personne qu'il a besoin d'être pour accomplir son objectif. Et tant aussi longtemps qu'il reste dans cette fausse identité, il ne pourra jamais atteindre son objectif. Pour te donner un exemple, lorsque je me suis lancé en ligne, avant de faire le pas, pour mes parents, l'éducation, le diplôme, c'était super important. Tu devais aller à l'école, avoir un diplôme, trouver un bon job. C'est comme ça que tu réussis dans la vie. Donc, en lâchant l'école, j'allais perdre le respect de mes parents. Mais en perdant le respect de mes parents, je savais que j'allais devenir l'homme que j'ai besoin d'être pour atteindre mon objectif et vivre la vie que je rêve de vivre. De l'autre côté, il y avait aussi cette peur où est-ce que j'emprunte le chemin que mes parents m'ont tracé, mais en même temps, je ne deviens pas l'homme que je veux être et atteindre la vie que je veux vivre, ou je perds le respect de mes parents pour un petit moment pour pouvoir accomplir mon objectif. Ça, c'est un conflit interne. En gros, ton cœur te dit oui, passe à l'action, mais ta tête te retient à cause de toutes les peurs qui sont justement dans ta tête. Tu as cette petite voix qui te dit oui, mais si tu te lances et ça ne marche pas. Mais oui, mais j'ai peur, ça va pas fonctionner. Oui, mais tes amis vont se moquer de toi. Oui, mais tes parents vont plus t'aimer. Et si je te donne un autre exemple, par exemple, une mère qui est divorcée, qui a des enfants, elle
elle aimerait ça aussi avoir une relation avec un homme. Mais en même temps, elle a un conflit interne où elle a peur de perdre le respect de ses enfants. Elle a peur que ses enfants lui disent « tu nous protèges plus, t'es plus là pour nous » parce que justement, elle va rencontrer un homme. Donc ça, c'est un conflit interne qui crée énormément d'émotions chez votre prospect, chez votre lecteur. Donc pour te donner un exemple super concret avec Thor, je me rappelle plus c'était quel film, je pense que c'est le premier. Le père de Thor l'a rejeté de son kingdom. Pourquoi? Parce qu'il était arrogant, il avait un gros ego, etc. Et en même temps, il a perdu ses pouvoirs. Thor voulait à tout prix retrouver ses pouvoirs. Il a essayé de prendre son marteau, mais ça ne fonctionnait pas. Et si vous voulez obtenir ses pouvoirs à nouveau et pouvoir ramasser son marteau, il devait devenir une nouvelle personne. Et à travers l'histoire, on remarque que Thor devient une nouvelle personne. Et vers la fin de l'histoire, pour battre justement les démons et les méchants, il a pu obtenir ses pouvoirs à nouveau et obtenir son marteau à nouveau. Donc à la fin de l'histoire, ton héros va avoir une nouvelle identité, il va avoir atteint son objectif et il va aussi avoir des nouvelles croyances. Et à la fin justement, je vous ai promis que je vais vous montrer une histoire que j'ai rédigée pour un de nos clients, la partie storytelling dans la VSL, et on va expliquer chaque étape de l'histoire en détail. Ensuite, le climax, il faut vraiment décrire en détail l'expérience de la victoire. Il faut que ce soit viscéral, émotionnel, que ce soit visuel. Donc décrire visiblement ce qu'il a atteint, est-ce que c'est plus d'argent, maigrir ses kilos, trouver l'amour de sa vie, etc. Ensuite, aftermath, c'est quelle est la nouvelle vie de l'héros après avoir atteint son objectif. Et l'aftermath doit être identique à celui de ton prospect pour que ton prospect puisse se projeter et aussi évoquer les émotions pour qu'il puisse passer à l'action. Un dernier tip avant de passer au storytelling, toujours commencer son histoire à un moment tragique. Si tu vas au cinéma, tu regardes un film, souvent tu vas remarquer qu'au début du film, donc la première scène, souvent une scène d'action, de conflit, etc. Pourquoi? Parce que ça va susciter ton attention. Tu vas être engagé, tu as envie de savoir qu'est-ce qui va se passer après le conflit. Et dans les films Mission Impossible, ça commence toujours par une scène de conflit, une scène de tension, de suspens, où le lecteur va être super engagé. Ça fonctionne super bien aussi pour les VSL, les emails, etc. Et je le fais souvent. Donc je vais souvent commencer à un moment de conflit et ensuite je reviens à la mise en situation. Alors maintenant, si je vous montre justement un exemple, je vais lire, ça va être ennuyant. Je vais essayer de vous décortiquer les grandes étapes du storytelling. Donc en gros, cette personne-là, elle aide ses clients à apprendre l'espagnol. Donc on commence ici avec la mise en situation. Tu vois, à 18 ans, sorti de l'école secondaire en Belgique, je rêvais d'aventure, de voyage, de parler espagnol comme une native, sans doute comme toi aujourd'hui. Donc elle a un objectif, elle rêve de parler espagnol, etc. Mais ça me semblait impossible. Alors un jour, en traînant sur Facebook, je tombe sur une vidéo sur le Costa Rica. Ça ici, c'est l'opportunité. Donc à ce moment-là, elle décide de partir au Costa Rica pour apprendre l'espagnol. Je vous avoue ici, on n'a pas vraiment créé d'empathie, on n'a pas montré que le personnage est dans une situation vulnérable, on va le faire par la suite. C'est à ce moment-là, j'ai eu l'idée la plus folle, et si je partais là-bas, peut-être que je pourrais trouver le job de mes rêves, prouver à mon entourage que je peux accomplir de grandes choses, je pourrais sans doute parler l'espagnol aussi bien qu'un hispanophone. Là, on vient de toucher une motivation profonde de l'héros, c'est-à-dire prouver à son entourage qu'elle peut accomplir quelque chose de grand. Et ça, c'est le biais psychologique de la validation sociale. On veut tous prouver à notre entourage qu'on est capable de réussir quelque chose. Donc c'est important aussi de l'inclure, de parler des motivations profondes, des peurs inavouées, des peurs internes, conflits internes. C'est ça qui va vraiment créer des émotions dans une histoire. Mon cœur s'emballe, c'est fou, c'est risqué, mais c'est exactement ce dont j'avais besoin. Du coup, en quelques semaines, tout s'enchaîne. Je bosse dans une pizzeria en full-time, économise chaque centime. Donc en gros, si vous voulez, ça c'est un peu la mise en situation mixée avec l'opportunité. J'achète un billet d'avion one way pour San José. Mes amis ils me trouvent dingue, mais moi je suis plus déterminé que jamais. Donc là, si tu veux, ça c'est un conflit interne ou bien un conflit externe. Ses amis se moquent d'elle, il la trouve un peu folle, etc. Mais elle est déterminée, elle veut accomplir son objectif. Alors me voilà dans l'avion, tremblant d'excitation et de peur, car je ne sais que dire hola et gracias. J'arrive sur place, c'est un cauchemar. C'est comme si j'étais devenu muette du jour au lendemain. Impossible d'aligner 3 mots sans bafouiller. Donc en gros ici, on va montrer un peu d'empathie. Conflit interne, elle a peur, elle sait pas parler espagnol, elle a peur de ne pas réussir, etc. Donc ça c'est un conflit interne que la plupart aussi de son audience vit jour au jour. Les gens autour de moi super sympas, mais impossible de créer un vrai lien. Je croyais que ça allait être simple, tu vois, que je pourrais petit à petit parler avec les locaux, me faire comprendre, me faire des amis rapidement. Pas du tout. Et plus le temps passait, plus je me sentais seule, insignifiante, complètement perdue. Dans les cafés, c'est comme si j'étais invisible et du coup ma confiance en chute libre. Les relations superficielles quand je comprends rien. Donc là, ce qu'on vient de faire ici, c'est littéralement parler des peurs, des conflits internes, tout ce qui se passe à l'intérieur d'elle qui l'empêche justement d'atteindre son objectif. Et ça, c'est super puissant parce que son audience aussi passe à travers exactement la même chose. Donc ils peuvent s'identifier, il y a une connexion émotionnelle. Et peut-être que ça t'est déjà arrivé, tu sais, ce sentiment de frustration quand tu veux dire quelque chose mais que les mots restent coincés.
un truc super important lorsque tu rédiges du storytelling dans tes emails ou dans une VSL, c'est de toujours revenir sur le lecteur, de faire un point sur le lecteur, ok, pour l'impliquer justement dans l'histoire, pour le garder engagé. Ou cette angoisse quand quelqu'un te parle en espagnol et que ton cerveau se met en mode erreur 404 devant tout le monde. Peut-être même que tu as déjà renoncé à un voyage ou à un job de rêve parce que tu ne te sentais pas capable. Si c'est le cas, je te comprends totalement. On fait preuve d'empathie. Je suis passé par là et je sais à quel point ça peut être dur. Mais tu sais quoi? Je ne veux pas renoncer à mes rêves. Alors pour m'améliorer, c'est à ce moment-là qu'elle va essayer des nouvelles solutions, mais ça va pas fonctionner. Donc elle va rencontrer des conflits. Alors pour m'améliorer, j'ai essayé toutes les méthodes que tu vois sur internet, comme répéter 40 fois la manzana es roja. Bon là, je sais pas comment prononcer ça sur Duolingo. Franchement, ça ne m'a pas aidé à me faire des amis. Donc là, ce qu'on est en train de d'énumérer ici, c'est des solutions que le prospect a déjà essayé et que ça n'a pas fonctionné. C'est à ce moment-là que je me suis dit que j'étais nul en langue, que mon cerveau était plus lent que la moyenne, que l'apprentissage des langues n'était pas fait pour moi. Et ça, encore une fois, ce sont des peurs, des croyances que son audience vit à chaque jour. Ça te parle? T'as déjà pensé être nul en langue? Écoute, ce n'est pas de ta faute, je t'explique pourquoi dans un instant. Et un jour, ça a fait tilt dans ma tête. Donc là, c'est juste un vocabulaire que notre cliente utilise et j'ai réutilisé son vocabulaire dans la VSL. C'est là que j'ai réalisé un truc. On m'avait menti sur la façon d'apprendre une langue. Donc en gros, là, on va rentrer dans le mécanisme unique du problème, expliquer pourquoi toutes les autres solutions n'ont pas fonctionné pour pouvoir mieux positionner notre solution. Donc là, ce qu'on vient de faire, c'est persuader la personne et non la persuader. L'objectif d'un mécanisme unique du problème, c'est que le prospect aboutit à ses propres conclusions, que ta solution est faite pour lui et que ça va fonctionner pour lui. Donc voilà, elle était forcée d'apprendre une nouvelle façon qui correspond à ses besoins, à sa façon d'apprendre et surtout une méthode que n'importe quelle personne peut maîtriser, peu importe son âge et peu importe ce qu'elle a essayé dans le passé. Parce que franchement, j'en avais marre de galérer. Je voulais à tout prix parler avec les locaux, tu vois, pouvoir commander mon café sans bafouiller, etc., etc. Alors, j'ai décidé de faire mes propres recherches. Du coup, après plusieurs jours de recherche acharnée, je suis tombé sur une méthode qui m'a retourné le cerveau. Donc là, on va rentrer dans le mécanisme unique du problème et expliquer pourquoi justement toutes les solutions que le prospect a essayé dans le passé n'a pas fonctionné. Je vais vous épargner cette partie-là, mais en gros, voilà, on explique pourquoi ça n'a pas fonctionné et ensuite, on va transitionner au mécanisme unique de la solution. Bon, ça n'a pas fonctionné, c'est là que j'ai compris, il fallait que je sorte des sentiers battus, que j'arrête de me prendre la tête avec la grammaire parfaite et que je me lance, quitte à faire des erreurs. Mais attention, c'était que le début de l'aventure. J'ai passé des semaines à tester différentes techniques, à ajuster chaque détail. Crois-moi, c'était pas facile. Au début, je faisais souvent fausse route. Il y a eu des jours où j'en pouvais plus. J'étais à deux doigts de tout abandonner comme toi peut-être. Mais côtoyer des personnes qui apprenaient aussi l'espagnol en partant de zéro m'a ouvert les yeux. J'ai appris un truc super important. Chaque personne apprend différemment. Du coup, elle a créé un nouveau système qui s'adapte à tout type de personnes. Et petit à petit, elle a développé un programme en 5 étapes avec des exercices spécifiques, etc. Du coup, je voulais tester ma méthode que tu ne trouves nulle part ailleurs sur Internet. J'ai commencé à parler avec les locaux et petit à petit, un truc de ouf s'est passé. Les mots commençaient à sortir tout seuls. Je me suis mise à penser en espagnol et là, les gens ont commencé à me comprendre. Donc là, on arrive au climax, c'est-à-dire pouvoir parler avec les locaux espagnols. Plus de besoin de traduction pour commander mon café. En 6 mois, j'étais devenu fluent en espagnol. Moi, la fille qui ne savait même pas dire hola. J'ai enfin pu profiter à fond de mon aventure au Costa Rica. J'ai voyagé, j'ai ri, j'ai vécu des expériences. Et le plus important, j'ai retrouvé ma confiance. Donc ici, on va démontrer qu'elle a une nouvelle identité. Je vais vous montrer ce que j'aurais pu faire de mieux. C'est d'aller plus en profondeur sur la nouvelle identité, la transformation et les motivations, les bénéfices profonds justement de la transformation. Donc au début, il y a un peu de conflit interne. La peur, elle va pas y arriver. Voilà, elle est nulle, se sent insignifiante, invisible dans les cafés, etc. À développer sa méthode en faisant des recherches, à devenir une nouvelle personne, à avoir plus confiance en elle, à atteindre son climax, à atteindre son objectif. Et là, ce qu'on aurait pu faire, c'est décrire la nouvelle identité de la personne et aussi les bénéfices profonds. Ce que j'aime faire avec les bénéfices profonds, une grosse erreur que la majorité des personnes commettent lorsqu'ils rédigent des messages de vente, ils s'arrêtent souvent à un bénéfice ou même pas, juste à des caractéristiques. De un, on ne vend jamais avec des caractéristiques mais avec des bénéfices, c'est beaucoup plus impactant et émotionnel. Et ensuite, la deuxième erreur, c'est qu'on va souvent s'arrêter aux bénéfices de surface, au premier bénéfice. De mon côté, ce que j'aime faire, c'est créer des bénéfices profonds avec ce que j'appelle des layered benefits. C'est-à-dire, tu vas avoir un bénéfice de surface, ensuite tu vas aller en profondeur et en profondeur et en profondeur et chaque bénéfice va toucher un biais psychologique différent. Que ce soit le biais psychologique de l'accomplissement, du bien-être, de la validation sociale, de la transformation de l'identité, etc. Je vais vous lire rapidement. Aujourd'hui, je peux rire avec les inconnus, tenir une discussion, oser dire ce que je ressens et tu sais quoi? Je me sens plus moi-même en espagnol que je n'ai jamais été dans ma langue maternelle. Finalement, j'ai compris que parler espagnol, ce n'est pas juste une nouvelle langue. Donc là, c'est une renaissance globale, c'est une transformation. Maîtriser l'espagnol, c'est pas juste parler, c'est retrouver ma liberté intérieure, d'être vu, entendu, connecté, de dire ce que je ressens sans chercher mes mots, d'arrêter de me sentir inférieur dès que quelqu'un me parle, d'exister vraiment dans mes relations, pas juste de les regarder de l'extérieur et d'être moi partout sans me cacher du regard des autres. Donc là, parler l'espagnol, ça crée une nouvelle identité.
il y a une transformation identitaire et aussi il y a énormément de motivation profonde. Donc c'est comme ça que tu rédiges une histoire dans des VSL qui vont faire en sorte que ton prospect va passer à l'action sans sentir qu'il se fait vendre quelque chose. Donc voilà, si tu as des questions, pose-les en commentaire en bas de la vidéo. Et si tu veux qu'on t'aide à rédiger ton histoire pour ta VSL, mettre en place tout notre système de vente dans ton entreprise pour scaler jusqu'à 50, 75, voire 100 cas par mois, clique sur le lien en bas de cette vidéo. Prends un appel, un audit offert avec nous ou notre équipe. On va vraiment faire un audit complet de ton entreprise, ton activité, pour voir ce qu'on peut améliorer et voir si on peut réellement t'aider à passer au cap supérieur.